Il faut que ceux qui ne parlent pas éteignent le micro. Ça permet d'éviter les interférences et surtout parce qu'on s'est rendu compte que comme beaucoup d'entre nous est à la maison et puis on participe au webinaire tranquillement, donc des fois il y a des gens qui passent à côté. Donc il faut éteindre le micro quand vous ne parlez pas. Et normalement, à chaque intervenant, comme j'avais dit, vous avez 8 minutes d'intervention avec la possibilité de répliquer. Il y aura la partie questions. Et puis après les conclusions de ce webinaire, il y a justement comme objectif de relancer le Made in Italy dans le continent à travers justement le point de vue et les observations des Africains, des Afro-Italiens et de la diaspora africaine en Europe. Je vois qu'il y a les représentants de l'ambassade de Madagascar qui sont là. Bienvenue. Les gens sont en train d'arriver progressivement. On va peut-être donner encore 2-3 minutes avant de commencer. Il est 17h06. Et on remercie premièrement les conférenciers qui ont justement accepté de participer à ce webinaire. Je vais remercier M. Armel Kouti, consultant. On va remercier M. Doga Dogui, qui est président de Chairman de l'Afrique SMB Forum. On va remercier M. Yassine Zouré, qui est aussi consultant en management et un collaborateur de l'Ital Africa Business Week. On va remercier M. Yassine Teker, qui est le représentant Business Manager Afrique pour New Holland, qui fait partie du groupe Shenaka, qui est lié à Fiat. Shenaka est un partenaire du Forum Ital Africa Business Week. On va remercier Madame Rihanna Traoré, qui est directrice générale d'Iman Ning Orenix, qui vit aux États-Unis et qui opère surtout dans le secteur agroalimentaire. Je vais aussi profiter pour remercier tous les collaborateurs de l'Ital Africa Business Week avec Madame Maret Olde, qui est CEO de l'Ital Africa Business Week, Monsieur Amadou Baparapé, qui est le responsable commercial de la zone nord de l'Ital Africa Business Week, Monsieur Bertrand Honoré, qui est le project manager du projet, et Monsieur Pierre Vincenzo Canale, qui est le responsable communication de l'Ital Africa Business Week. Aujourd'hui, on a justement pensé affronter le thème du côté de l'Afrique occidentale, zone francophone, qui est la partie qui a le plus fréquenté les 3 dernières éditions du Forum Ital Africa Business Week. Mais cette rencontre est la 3e d'une série de rencontres que nous allons faire avant d'arriver au Forum Ital Africa Business Week, à sa 4e édition, qui aura lieu du 9, 10, 11 novembre 2020, en modalité hybride, en partie en présence, en partie physique et en partie online. Et on a eu déjà un webinaire qui avait permis d'affronter le point de vue du côté italo-africain. Donc, il y avait des représentants du ministère des Affaires étrangères italiennes, on avait des représentants d'associations faîtières africaines et d'entrepreneurs, et on avait aussi l'ambassadeur du Mali qui avait participé à l'événement. Et là, le webinaire d'après concernait la Corne de l'Afrique. On avait eu justement à travers les connexions que Madame Théold avait avec la Corne de l'Afrique, on avait pu parler avec la Djibouti, on avait parlé avec la Somalie, on avait parlé avec l'Éthiopie, qui étaient des entrepreneurs de ces pays-là. On avait avec nous l'ambassadeur Lobasso, qui a été ambassadeur au
Soudan, mais qui actuellement est responsable au niveau du ministère des Affaires étrangères de la Corne de l'Afrique. Et justement, on avait discuté sur le point de vue que cette partie de l'Afrique qui a beaucoup connu l'Italie à travers la colonisation, avec laquelle il y a une certaine relation assez ancienne, qu'est-ce qu'elle pensait de la situation actuelle de la présence italienne en Afrique. Et aujourd'hui, on est justement en Afrique occidentale. Le prochain webinaire sera Diaspora comme ambassadeur du Made Italien en Afrique, parce qu'on s'est rendu compte que les diasporas, surtout celles afro-italiennes qui connaissent très bien la réalité italienne, pouvaient être les réalités qui vont accompagner le Made Italien en Afrique. Le débat d'aujourd'hui concerne ce qu'on voit, non? Tout le monde dans le continent africain. Le continent africain est beaucoup complexe. On parle beaucoup de situations de pauvreté, c'est vrai, de difficultés, c'est vrai. Il y a aussi l'émergence. Il faudra éteindre vos micros, s'il vous plaît. Il y a aussi l'émergence d'une classe moyenne. On le voit quand vous arrivez dans les capitales africaines. Si vous allez à Abidjan, vous allez à Ouaga, vous allez à Dakar, vous allez à Cotonou, vous allez à Addis Abeba. Il y a une classe moyenne africaine riche et beaucoup riche qui commence à consommer et qui consomme pas seulement des produits africains, mais qui commence à consommer aussi du côté italien. Et c'est clair que européen, et c'est clair que c'est un potentiel, c'est de potentielles opportunités pour le monde économique et commercial et le secteur privé italien. Donc nous, on aimerait justement essayer de raisonner avec vous pour les territoires qui sont à la fois qui fascinent aujourd'hui. Il faudra fermer vos micros, s'il vous plaît. Il faut fermer vos micros. Monsieur Mustapha Mohamedou, oui. Il faudra éteindre le micro. Merci. C'est bon. Donc voilà, donc on va essayer justement de réfléchir avec nos experts, nos entrepreneurs, nos consultants qui sont là aujourd'hui sur justement comment ils voient l'Italie en Afrique et qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Je vais préciser une chose très importante pour nous. Notre idée, ce n'est pas seulement de faciliter l'export, donc vendre des produits italiens en Afrique, parce que ce n'est pas l'objectif de notre parcours, c'est surtout faciliter d'une certaine manière le transfert de savoir-faire italien. Nous, qu'on est diaspora africaine en Italie, quand on regarde le savoir-faire italien, moi j'ai vécu pendant très longtemps à Parme, et Parme c'est la ville de l'agroalimentaire parce qu'il y a Parmalat, il y a Barilla, il y a Mutti. Parmalat c'est la plus grosse société de production de lait. Barilla c'est une des plus grosses sociétés de pâtes alimentaires. Mutti ils font de la tomate. Ici, il s'est développé dans ce territoire de Emilia-Romagna toutes les entreprises de toute la filière, non? De la cultivation de tout ce qui est blé pour de tomates pour les usines de transformation, mais il y a aussi toute la filière de transformation, conservation et emballage et commercialisation. Donc, il y a un cluster au niveau de la zone de l'Emilia-Romagna qui peut être répliqué dans une des conversations qu'on a vues avec Madame la vice-ministre déléguée, vice-ministre déléguée à la coopération internationale. Elle disait, mais pourquoi on n'inventerait pas la possibilité de répliquer en adaptant justement ce modèle italien-là à des territoires africains. Nos pays sont des pays à fort potentiel agricole, donc ce serait bon peut-être qu'on puisse justement voir si l'Italie peut, d'une certaine manière, pouvoir pas seulement vendre du Made in Italy, pas seulement de la mode, pas seulement des habits, pas seulement des chaussures, mais aussi son savoir-faire et ses machines, non, qui puissent justement nous aider dans le pays. Je vais demander à Meret de contrôler les personnes qui interviennent sans le savoir, de manière qu'on puisse justement couper les micros. Voilà. Donc, aujourd'hui, vraiment, on a besoin d'écouter cette classe moyenne. Et je pars tout de suite avec Monsieur Armel Kouti.
Pour moi, il représente pas la classe moyenne, c'est plus que la classe moyenne africaine parce que c'est un entrepreneur assez costaud au Bénin, assez modeste aussi parce qu'on a une bonne relation. Je l'ai connu rapidement. Je m'attendais à voir quelqu'un qui arrive super hautain. Non, il est super sympa et on rigole beaucoup, mais c'est quand même quelqu'un qui compte beaucoup au niveau du Bénin, il compte beaucoup au niveau international. Et sa présence en Italie, les 3 dernières éditions nous ont permis de comprendre que justement, il y a un potentiel. Il y a des gens qui ont de l'argent qui dépensent. Et pas seulement dans la mode, mais aussi dans le développement du continent. Il travaille beaucoup avec l'Inde. On aimerait très bien justement l'avoir dans sa relation avec l'Italie. Donc, je vais laisser la parole à M. Armel Coty qui va se présenter rapidement et donner son point de vue par rapport à ce qu'il a vécu, non, dans sa rencontre avec l'Italie. Et selon lui, que peut faire l'Italie justement pour retourner en Afrique? Parce que quand tu parles avec les anciens, on disait il y a 50 ans, 60 ans, l'Italie, quand elle était en Afrique, elle travaillait très bien. Après, elle a disparu. C'est une question qu'on va poser justement à certaines personnes qu'on va rencontrer aux prochaines éditions. Mais on aimerait justement vous écouter et puis savoir de vous ce qu'on peut faire ensemble pour que l'Italie puisse retourner en Afrique. Donc, je vais te laisser la parole à Armel Coty. Il faut mettre, mets le micro, Armel. Salut Cléophas, je salue tous les intervenants de cet après-midi et je te remercie franchement pour avoir organisé cet événement et de m'avoir choisi pour intervenir. Alors, je suis Armel Coty, béninois, je suis consultant dans les questions de management maritime et portuaire, dans les questions de mobilisation de ressources financières pour les États dans des projets porteurs que les États eux-mêmes ont choisis. Donc, c'est essentiellement du EPC, Engineering, Procurement, Construction. C'est également du Project Infrastructure Funding. Alors, au niveau du Bénin, nous avons essayé de faire beaucoup de choses. Puisque tu demandes de me présenter très rapidement avant de parler de mon expérience au contact de l'Italie. Alors, au contact de l'Italie, j'avoue qu'il y a véritablement du potentiel en Italie. Le regard que nous portions sur l'Italie n'est pas exactement celui que nous sommes venus découvrir. Et je peux dire que l'Italie a de beaux jours devant elle en Afrique. Mais quand je reviens sur le thème de cet après-midi, faire des affaires en Afrique de l'Ouest, les opportunités pour le Made d'Italie. Alors, j'ai presque envie de prendre le contre-pied de ton thème pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, quand vous prenez le marché de l'Afrique de l'Ouest, moi, je suis très jaloux de ce marché et je n'aimerais pas partager ce marché. Je voudrais que ce soit les entrepreneurs africains qui prennent d'assaut ce marché pour aller l'occuper. Mais comment est-ce que nous sommes organisés pour pouvoir prendre ce marché? Ça, c'est la grande question, c'est la plus grande interrogation. Vous avez en Afrique de l'Ouest, où tu as ciblé notre intervention de cet après-midi, un marché d'environ 400 millions de consommateurs, 400 millions de personnes environ. En fait, 390 millions et plus. Alors, voilà un marché aujourd'hui qui est très jeune avec une population qui fait plus de 200 millions d'habitants et qui a de nouvelles habitudes. Et il est question désormais pour nous, Africains, de savoir quelles sont les nouvelles habitudes de cette jeunesse, de cette population, qu'est-ce que nous pouvons leur proposer, qui diffère légèrement de ce qui se faisait il y a quelques années. Alors, je prends les secteurs un à un et je prends le comportement du marché africain dont on parle aujourd'hui. Est-ce que ce marché dont nous parlons est véritablement solide? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il peut tenir? Et là-dessus, j'ai pris 4 aspects sur lesquels je vais intervenir. Vous prenez la sécurité judiciaire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle se porte totalement en forme. C'est comme ça, c'est ni figue ni raisin. Parce qu'on a encore en Afrique de l'Ouest des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme qui ne sont pas respectées dans certains États. Je prends le secteur politique. Malheureusement, c'est encore une partie de l'Afrique où la démocratie n'est pas complètement installée. Je prends le secteur social. C'est un secteur, par exemple, où il y a un peu d'insécurité. Dans certaines parties de ce continent, il y a des attaques qui viennent des djihadistes également. Je prends le secteur
économie pure, c'est une partie de l'Afrique où vous avez minimum six devises. Vous avez le franc CFA, vous avez le CEDI, vous avez le Naira, vous avez le dollar libérien, vous avez le quado du Cap-Verdien et vous avez le franc guinéen. Alors, quand je mets tous ces éléments ensemble, même si ça peut paraître des limites, et quand vous lisez finalement les prévisions des Nations Unies, les prévisions de la Banque mondiale et du FMI sur le continent, ils sont tous optimistes pour dire qu'il y a de beaux jours devant nous en Afrique de l'Ouest. Alors, pour moi, c'est un motif de satisfaction parce que le marché dont nous parlons, il commence par être très solide et des besoins concrets se positionnent aujourd'hui pour nous dans le domaine de l'énergie. Tout à fait, pratiquement. Il n'y a pas un seul de ces pays de l'Afrique de l'Ouest où on a aujourd'hui les délestages. Dans le domaine des télécommunications, il y a énormément d'innovations et le marché de consommation est énorme. Dans le domaine agricole, n'en parlons plus. Aujourd'hui, il faut moderniser notre agriculture, il faut introduire de nouvelles techniques de production pour réduire la pénibilité de nos braves paysans. Dans le domaine des TIC, c'est là où il y a le plus de boom possible. Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de e-services dont nous avons besoin, que ce soit les gouvernements, que ce soit les particuliers, que ça, dans tous les secteurs, on a besoin des e-services aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, tout est à refaire. Je ne vous parle même pas des domaines des infrastructures où c'est un grand chantier, un grand challenge pour chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. Le commerce, l'eau, nous avons véritablement des besoins. Mais comment faire en sorte que le Made in Italy puisse trouver sa place, puisse s'insérer chez nous? C'est la grande question. Alors, il y a des techniques. Je pense que tout au long de ce débat, nous allons faire des propositions pour que les Italiens qui ont effectivement un savoir-faire puissent savoir à quoi s'accrocher, à qui s'accrocher également et comment venir sur ce marché et prendre sa part de marché sans léser les Africains. Merci. Merci beaucoup, Amel, de nous avoir rappelé qu'on a 400 millions de personnes dans cette zone. Ce n'est pas petit, c'est business. C'est 200 millions de jeunes. Voilà, c'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau de la sécurité, de la politique, l'aspect social, mais cette population jeune peut être vraiment une population qui peut être utile, justement, à connaître et à comprendre et pourquoi pas à trouver des moyens pour arriver à être présent justement du côté italien vers la zone d'Afrique de l'Ouest. Et je suis d'accord aussi que, je le disais aussi à la conversation qu'on a eue avant de commencer le webinaire de M. Yacine, qui parlait du fait que comme c'est une population qui augmente et c'est jeune, et elle a besoin de consommer. Donc, si elle a besoin de consommer, donc il faut moderniser l'agriculture. Mais c'est aussi une population qui est beaucoup technologique. Tu as parlé d'éthique. Et c'est clair que c'est des secteurs qui peuvent être utiles pour le développement de notre continent. Donc, je vais te remercier beaucoup pour ton intervention. Je vais sûrement te revenir sur certaines questions qui sont très importantes. Et je crois aussi que c'est un marché qui peut être partagé. On parle de partenariat. Donc, j'ai cette attitude qu'entre les Italiens et les entrepreneurs comme toi, il y a la possibilité de créer des partenariats qui peuvent être utiles et éviter justement que ça devienne des concurrents, mais que ça puisse être des partenaires pour développer leur business ensemble au business des Africains avec qui on est en train de parler. Je vais laisser rapidement la parole à Madame Rihanna, qui est expert comptable, donc elle est dans un domaine assez important, mais elle a cette folie a eu cette folie de s'investir malgré tout, et ça c'est très important dans le secteur agroalimentaire, et voilà, elle est en train de travailler du côté du Burkina, pas seulement pour arriver vers les États-Unis où elle réside, mais aussi vers le continent. Et à une des réunions qu'on a vues avec elle, on parlait de cette technologie, de ce savoir-faire italien qui pouvait justement l'aider dans son business, ses entreprises. Mais moi, je veux la poser premièrement la question en tant que femme d'abord, et après en tant qu'entrepreneur, parce que le Made in Italy en Afrique, on parle beaucoup de mode et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce que ce secteur-là peut, quel type d'instrument, justement,
l'Italie peut trouver pour être plus forte dans le secteur de la mode, dans le secteur de l'image, dans le secteur qui n'est pas seulement féminin, mais qui est masculin. Et la deuxième question que je vais poser, c'est son aspect secteur agroalimentaire, de quoi elle a besoin et comment elle voit une relation entre ce qu'elle fait, ce que beaucoup de femmes africaines font et le savoir-faire italien. Bon, côté mode, bon, je ne sais pas si je dois répondre à la question en tant que femme ou en tant que... Non, bah, c'est une provocation. On va dire comme c'est une femme, je ferai de mode. Donc, on va me tirer les oreilles. J'aurais dû poser la question mode à Armel, surtout. OK. Donc, déjà, il faut dire qu'en tant que femme, si on considère en tant que personne, pour le côté de la mode, je pense que c'est surtout l'échange d'expérience, le know-how. Parce que chez nous, on a aussi le cuir, on produit le cuir, malheureusement qu'on ne transforme pas de manière professionnelle. Chez nous, de manière industrialisée, nous n'industrialisons pas le cuir vraiment. On le nettoie, on le prépare et on l'envoie. On ne le transforme pas chez nous. Et je pense que si ces différentes choses-là étaient faites chez nous, parce qu'on a un gros problème d'industrialisation, c'est surtout dans ce domaine-là. Et le coton, nous sommes de grands producteurs de coton. Même pour les vestes et tout, au lieu qu'on fasse le double look qui m'a poussé à créer mon entreprise d'ailleurs, au lieu qu'on prenne notre matière première en Afrique, aller le faire peut-être en Italie et le ramener au pays, pourquoi ne pas juste ramener le know-how, peut-être avec des investisseurs italiens, mais qui s'associent avec des entrepreneurs africains sur place et qui installent ces industries-là. C'est vrai, c'est clair qu'il y a toutes ces questions géopolitiques, de stabilité et tout, mais je pense que de plus en plus, la démocratie est en train de s'installer fortement et le libre-échange, la libre concurrence, les facilités pour investir dans les différents pays africains maintenant est plus ou moins une réalité. Donc, je pense que venir avec ce know-how-là et de s'associer avec des entrepreneurs sur place sera vraiment un win-win situation parce que déjà la main-d'œuvre est beaucoup moins chère qu'en Europe. Et voilà, si ces sacs de luxe, ces chaussures de luxe, ces costumes de luxe étaient faits sur place, on a le soleil maintenant, on a les énergies renouvelables que nous pouvons intégrer également dans même si vous parlez de délestage, mais on a le soleil 365 jours sur 365. Donc, c'est de vraiment réadapter cette industrie-là avec la matière première que nous avons et la main-d'œuvre qui n'est pas trop chère par rapport aux pays européens. Je pense que c'est forcément un win-win situation. Ça nous permet en Afrique d'avoir plus de main-d'œuvre, on crée des emplois. Et en même temps, eux, ils ont le produit fini qu'ils peuvent ramener à bas prix. Donc, côté mode, je pense que c'est surtout ça, le win-win situation que nous pouvons avoir de cette relation avec Africa-Italia relationship. Et puis maintenant, mais dans le domaine maintenant, pour répondre à la deuxième question, dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture, dans lequel vraiment j'évolue, j'ai eu la chance d'être en Italie en décembre passé. Et pour moi, c'était le paradis, en fait, si tu es dans le domaine de l'agroalimentaire. Parce que si vous arrivez aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, 80% des gens qui sont dans la transformation de produits agroalimentaires, la majeure partie de ces machines-là viennent d'Italie. Parce que les gens, en Italie, ces machines sont beaucoup plus fiables par rapport aux machines chinoises. Toutes les personnes que vous verrez qui font et qui empaquettent les bouteilles d'eau, les jus, 80% de ces machines-là viennent d'Italie maintenant parce qu'ils voient que ce sont des machines solides, ce sont des machines, et puis ils ont un excellent service après-vente. Et demain d'ailleurs, je me prépare en fait pour rentrer en Afrique
parce que voilà, c'est pour répliquer en fait ce que j'ai pu voir en Italie, parce que je sais pas, c'était comme la concrétisation vraiment de mon rêve, vraiment. Et j'ai eu la chance j'ai eu beaucoup de contacts. C'était vraiment fantastique, c'était vraiment fantastique. Et c'est vraiment ce know-how-là qu'il faut qu'on intègre dans nos entreprises. Parce que, voilà, malheureusement, en Afrique, ce que les gens pensent, c'est, oh, il faut commencer petit, il faut maintenant, il y a la mondialisation, on peut tout voir. On n'a même pas besoin de voyager pour voir ces choses-là. Voici des opportunités comme ces webinaires-là pour faire des différents contacts. Maintenant, on a vraiment tout est facilité pour avoir ces différentes compétences-là. Donc, vraiment, dans l'agriculture, il y a énormément de choses. Et puis, l'Italie est par excellence le pays des petites et moyennes entreprises. Et ce sont ces petites et moyennes entreprises-là qui sont en train de se développer, qui font le développement actuellement de l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et je pense que pour quelqu'un, par exemple, qui est dans l'agroalimentaire, la région de Parma, c'est le paradis. C'est le paradis. Les modèles qu'on a pu voir, c'est incroyable. C'est incroyable. Que ce soit dans la transformation de la tomate, les pâtes alimentaires, les produits, ils font sécher les fruits, qui est moi ma spécialité, et par exemple, la transformation de fruits en jus, toutes ces machines que nous pouvons utiliser pour nous rendre la vie tellement simple, pour transformer, et pour qu'on soit surtout à l'échelle de l'international. C'est surtout ça qui est important. Parce que ce n'est pas de transformer pour transformer, c'est de pouvoir transformer pour pouvoir être à même de titiller aussi le marché international. C'est surtout ça qui est important pour moi dans mon entreprise, qui est spécialisée dans l'exportation. Et hopefully, c'est de pouvoir exporter un peu partout dans le monde pour que, voilà, avec toute la technologie possible, et vraiment essayer aussi d'intégrer cette énergie renouvelable-là. Et pour répondre aussi à la deuxième partie de la deuxième question, ce dont on a besoin? On a besoin du know-how, on a besoin de contacts de plusieurs entreprises italiennes. Étant dans l'agroalimentaire, c'est tout bénéfique pour nous. Et surtout de pouvoir avoir aussi de contacts de personnes avec qui nous pouvons revendre nos produits, qui est surtout important, et qu'ils sachent que voilà, nous avons nous avons la compétence, mais également de bons produits qui respectent le standard international, qui sont prêts à être exportés. Il ne faut pas qu'on voit uniquement nos produits comme voilà, ce n'est pas bien fait, l'hygiène, ce n'est pas ça. Maintenant, nous avons des industries qui sont à ce niveau, où on titille avec tous les standards internationaux. Donc, c'est vraiment ça. Donc, voici un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Donc, voilà. Non, vous avez répondu à nos questions. Je pense que vous avez été assez capable de transformer ma bourde sur la mode en parlant de la transformation, qui est très important. Et ouais, c'est vrai que le Burkina, comme beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, sont très forts dans le cuir. Et justement, c'est un domaine où l'Italie a une certaine expertise. La mode, au niveau du stylisme, il y a un savoir-faire du tissu, de la haute couture italienne, elle est reconnue au niveau mondial. Donc, il y a un savoir-faire qui peut être partagé du côté africain pour arriver à l'échelle de l'international. Parce que, comme vous dites, ce n'est pas seulement transformer, mais aussi transformer pour pouvoir sortir de nos territoires et peut-être aller concurrencer justement avec les grandes marques européennes. Et le côté agroalimentaire, elle est très importante. J'étais l'année passée à l'Italie Africa Business Week. Vous avez eu l'occasion de connaître un peu l'Italie. Il faut revenir, hein. Il y a encore... Oh, c'est clair. Pour revenir. Et nous, on est là pour vous accompagner dans cette relation-là aussi. Et le secteur agroalimentaire dans la zone
Madi n'est pas là parce qu'il est au Burkina Faso par rapport à la naissance de l'association des experts du froid africain. Mais banalement, comme ça, Madi, il est de Bologne, c'est l'Émilie-Romagne et c'est un expert du froid. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé dans la zone où il y a toute une expertise de la filière du secteur agroalimentaire. Donc voilà, le contact pour transformer et le contact pour écouler, donc pour vendre, est très important. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Je vais passer rapidement à M. Dogat, qui est un partenaire nouveau. On s'est connus à un webinaire qu'on a organisé dernièrement sur Zoom, toujours dans le projet Rebrand Italy in Africa. On s'est vu dernièrement à Rome. Il est venu, il a fait un blitz, pas seulement pour parler avec moi, je ne veux pas révéler pour qu'il était là, mais ça a été un plaisir de le rencontrer. C'est le chairman de l'Africa SMB Forum, qui est une structure qui met en relation beaucoup de PME et de PMI mondiales. Donc, on va voir de quelle manière, justement, on peut créer un lien entre ce qu'on fait en Italie et ce qu'il fait, pas seulement en France, mais au niveau mondial, parce qu'il travaille avec l'Inde, avec la Chine. Je vois qu'il travaille aussi avec certaines réalités italiennes. Donc, je vais lui passer la parole. Et justement, son expérience de relation et de connexion avec les petites et moyennes entreprises, quel peut être son point de vue et ses propositions pour que l'Italie puisse justement, à travers cette relation et les connexions qu'il a, puisse arriver sur le continent. Monsieur Dogat Dogui, à vous la parole. Il faut mettre le micro. Il faut mettre le micro. Doga, il faut mettre le micro. OK, parfait. Voilà. Parce que je l'ai coupé parce que les autres parlaient, évidemment. Voilà. En tout cas, très heureux. Merci Cleophas pour cet accueil. C'était un plaisir. C'est vrai qu'on s'est vu à travers le dernier webinaire de Italy Africa Business Week. Et puis, tu as un crochet à Rome. On a trouvé le moyen de se rencontrer pour échanger et de voir ce qu'on pouvait faire ensemble dans nos structures. Donc moi, je suis né en Côte d'Ivoire, installé en France, une quarantaine d'années maintenant, je suis dans ma 40e année. Et Africa SMB Forum, qui est né en 2012, est une plateforme, j'allais dire, de connexion avec les PME africaines, ou en tout cas de connecter les PME africaines au monde. Aujourd'hui, dans notre base, c'est 28 000 entreprises, à peu près, de 53 pays. Dans les 53 pays, il y en a 31 en Afrique. Donc, Maroc, Tunisie, jusqu'à Comores, Madagascar, en partant par l'ouest, Rwanda, Tanzanie, etc. Et chacune des entreprises qui viennent dans ce réseau, elles viennent chercher quoi? Elles viennent permettre de trouver dans le voisinage, parce que le commerce intra-africain, il ne faut pas l'oublier, c'est une donnée, en tout cas de notre engagement, mais aussi très loin, vers l'Inde, vers la Turquie, vers la Pologne, vers la Chine, les équipementiers, les fournisseurs, les donneurs d'ordre, les co-entreprises. Et ça va être l'axe de mon intervention. Moi, je pense que, c'est vrai, Cléophas l'a dit, Made in Italy, on pense, oui, la mode, la voiture, la bouffe, hein, voilà. Et il y a, comme l'a dit tout à l'heure Rihanna, un savoir-faire extraordinaire et une appétence pour les PMI, pour le réseau de PMI, très familial, très structuré. Alors, peut-être moins structuré que les Allemands et les Autrichiens. Hein, ça, c'est un autre débat sur la force italienne. Mais pour ce qui nous concerne, sur la partie africaine, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, mais ça vaut aussi pour l'Est et pour l'Afrique centrale, je dirais que ce qui est nécessaire dans ce sursaut de consommation qui est là, donc il y a des places à prendre. Et tout à l'heure, Ahmed disait, attention, ce n'est pas uniquement pour les entreprises et les investisseurs venus hors du continent, c'est aussi pour les Africains eux-mêmes. Ouais, quand on est libéral, on permet que la compétition se fasse pour tous. Le seul élément, je dirais,
moi, j'ai connu les premiers contacts avec les entreprises italiennes au moment où on a fait la première édition d'un forum qu'on organise tous les 2 ans. C'était à Casablanca, en 2014. Et l'Italie était la 3e délégation. Il y avait 12 entrepreneurs venus de Turin, Milan, des gens vraiment structurés. Malheureusement, à ce jour, aucune de ces 12, en tout cas pas par notre biais, n'a continué en fait à structurer et à s'investir. Pourquoi? Il y avait toujours ce côté, ça c'est le côté négatif peut-être, mais on est là pour débattre, une appétence à voir le marché africain comme un marché un peu délicat, fermé pour eux, avec la nécessité qu'ils soient accompagnés. Encore faut-il qu'ils acceptent qu'on les prenne par la main. Deuxième élément, c'est que, et pourtant aujourd'hui, j'accompagne une quinzaine de missions chaque année. Alors, depuis le Covid cette année, un peu moins, mais chaque année, qui viennent de Turquie, d'Inde, de Chine, de Pologne. On a fait le Chili, de France où j'habite, de Belgique, et pas encore d'Italie. Mais je pense qu'avec Italy Africa Business Week, on va réussir à mettre en place, je dirais, ce transfert-là. Pour moi, il y a 3 éléments pour répondre à la question de ce webinaire. Comment le Made in Italy peut prendre sa place dans les solutions recherchées pour le sursaut, le surcroît de consommation en Afrique de l'Ouest. Le premier élément, c'est de s'implanter. Et tout à l'heure, Cléopas l'a dit, pas uniquement d'exporter. Or, s'implanter nécessite d'avoir des partenaires locaux, nécessite de chercher à faire du local content. Comment je peux trouver des compagnons, des partenaires qui sont dans la même branche que moi, le télécom, l'agroalimentaire, le textile, on a parlé, la construction, la distribution, alimentaire ou non, l'entertainment, parce que la partie culturelle, il ne faut pas l'oublier. Comment trouver des partenaires locaux pour pouvoir adresser, même si c'est une Made in Italy, des produits Made in Italy qui sont, j'allais dire, reformulés, adaptés, structurés par un partenaire local qui, lui, connaît les canaux de distribution, qui connaît les meilleurs partenaires, qui connaît comment, j'allais dire, travailler à l'acceptation, à la pénétration du marché. Parce que les produits italiens, même ceux qui sont les plus à même, up-to-date, j'allais dire excellents, ne sont pas attendus. Il faut qu'ils fassent leur place. Aujourd'hui, la consommation, elle se fait sur des produits africains, made in Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin, du Nigeria, etc. De l'Union européenne, j'allais dire historique, ou en tout cas les anciens partenaires, France, Grande-Bretagne. Et puis il y a à côté des acteurs très agressifs, très forts, très puissants, très pénétrants, qui sont la Turquie, qui sont l'Inde, qui sont la Chine, qui sont la Malaisie. Moi, je travaille en ce moment sur un dossier pour des Brésiliens et des Chiliens sur l'Afrique. Ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas en territoire conquis. Donc, l'élément majeur, c'est trouver des partenaires locaux, et on est là pour ça, c'est-à-dire les aider à avoir la PME locale qui est dans le même secteur, à qui ils vont apporter, bien sûr, le produit quand il faut faire de la distribution, mais c'est surtout, tout à l'heure, Rihanna l'a bien dit, la transformation, elle passe aussi par du transfert de compétences, de savoir-faire, par de l'équipement et de la formation pour l'utilisation des équipements. Le Made in Italy, la meilleure pénétration, c'est d'apporter ces machines-outils, ces équipements, de former des techniciens, parce qu'il ne faut pas oublier que les ingénieurs, c'est une chose, mais le plus important, ce sont les étapes, les techniciens au quotidien, pour que là-bas, sur place, ce soit donc une utilisation de produits par des gens qui ont été formés pour, et qui permettent donc en fait de travailler à la transformation et à la création de marques locales dans l'agroalimentaire, dans les tomates. Moi, j'ai lancé dernièrement, et tout à l'heure, quand Yacine parlera, on en parlera, parce qu'on a un dossier sur Madagascar ensemble. C'est-à-dire que le but, c'est de faire en sorte que les produits qui arrivent pour les consommateurs locaux, en Afrique, et en Afrique de l'Ouest en particulier, ils soient aussi façonnés, adaptés
et qu'il y ait une main africaine là-dedans. Et la main africaine, elle est au moins sur le dernier kilomètre, au moins sur la distribution. Et que ce ne soit pas uniquement un endroit où, comme dans d'autres parties du monde, les produits arrivent et ils sont déversés. Il faut travailler à la création de valeurs locales, d'industrialisation dans la chaîne de valeur qui est une partie africaine. Et puis, dernier point, en tout cas pour l'introduction, je pense que dans l'Afrique de l'Ouest, alors nous sommes plus ou moins tous francophones en langage et en utilisation. Il ne faut pas qu'on oublie la Gambie, il ne faut pas qu'on oublie la Sierra Leone, il ne faut pas qu'on oublie le Libéria, il ne faut pas qu'on oublie le Ghana. Donc, autant d'espaces où, j'allais dire, le Made in Italy, et ça c'est pour Cléopas et son équipe par rapport à l'Italie, il y a peut-être des endroits où la compétition elle n'est pas directement avec le voisin transalpin, hein, suivant mon regard, mais elle peut être avec d'autres partenaires. Et donc l'idée, et je sais un petit message que j'envoie aussi par rapport à tout à l'heure, j'ai vu que parmi les participants, j'ai vu un message qui était passé du consul honoraire de Tunisie en Guinée équatoriale, pour dire aussi qu'on a aussi des possibilités. L'Italie est très liée historiquement à la Tunisie. Il y a aussi des possibilités d'avoir des partenariats tripartites qui permettent que, à partir d'un équipement italien ou d'une production italienne, on peut avoir un partenaire qui est déjà historique en Tunisie, mais qui, lui, a déjà le réseau qui permet, là aussi, de faire travailler des entreprises africaines et des emplois africains. L'important dans la démarche, il faut que le développement et la croissance de la consommation en Afrique, et en Afrique de l'Ouest en particulier, soient parallèles avec la création d'emplois locaux non délocalisables pour que la richesse qui soit créée reste aussi en Afrique. Voilà que je fasse pour mon introduction. Merci beaucoup, Dogad, pour ce speech qui rappelle un peu le concept de cette conférence, qui est celle de s'implanter à travers justement la possibilité de trouver des partenaires locaux. C'est très important comme message. L'idée c'est aussi une idée qui était sortie du premier webinaire avec le président de la CONEP, M. Albin Féléo, qui disait de faire de Made in Italy, Made in Benin, donc adapter ce Made in Italy justement au contexte, donc aux habitudes du pays, des populations du pays, pour faire justement accepter ce Made in Italy pour que ce ne soit pas un élément extérieur qui dérange. Donc c'est très important l'idée de trouver le partenaire local, donc de s'appuyer sur une réalité comme la tienne, comme la nôtre, pour pouvoir justement trouver sur place des partenaires. Et le débat sur le partenariat tripartite, c'est un débat qu'on est en train de faire avec la Tunisie, mais surtout avec M. Walid Loukid. Je suis content que le consul soit là, parce que justement, une idée qui était sortie, c'est surtout pour l'Italie, qui n'est pas très forte justement en Afrique et qui n'est pas une puissance financière. Elle est forte au niveau agroalimentaire, elle est forte au niveau industriel, mais peut-être qu'elle n'est pas très forte au niveau investissement finance. S'appuyer sur des réalités ou des pays comme la Tunisie, qui sont des pays qui sont déjà présents dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, qui connaissent très bien comment travailler avec le Burkina, avec la Guinée, avec Madagascar ou avec d'autres pays, peuvent justement renforcer cette relation-là et faciliter d'une certaine manière la coopération et accompagner cette relation de l'Italie vers le continent. Donc, je te remercie beaucoup. Tu as parlé de Yacine, donc je profite voilà, pour interpeller M. Yacine qui représente une société assez importante italienne. Et moi, je ne savais pas que New Hollander a été italien, hein, pour dire, et comment c'est important la communication et comment c'est important la manière de te présenter tout ça. Et nous, on a toujours pensé que c'est quelque chose qui était hollandais. Donc, voilà. Une fois, je me rappelle, on discutait
avec mon ami Madi Sakander Ouagadougou, on parlait d'Afrique et les gens disaient, ah, mais on parlait de tracteurs, non? Banalement comme ça, de tracteurs. Ah, mais les Italiens, ils ne sont pas forts dans les tracteurs, c'est pas vrai, c'est pas possible, tout ça. Et il y avait une Lamborghini, il y avait les tracteurs Lamborghini qui étaient en face, et puis on savait que ça, c'est italien. Mais voilà, il y a malheureusement des fois il faut littéralement m'excuser, mais je vais le dire, une mauvaise communication du Made in Italy en Afrique. On la résume beaucoup à la mode, au football, à certains secteurs, en oubliant que dans le secteur automobile, dans le secteur des industries de transformation, dans le secteur des machines comme les tracteurs et tout ça, il y a une expertise, il y a un savoir très important. Et donc voilà, toi qui travailles beaucoup entre l'Afrique, l'Italie, le Maghreb et l'Europe, ton expérience à toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il manque justement, quelles sont les réponses qu'on peut donner à ceux qui se demandent pourquoi l'Italie, elle n'est pas forte, elle n'est pas présente en Afrique. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très, très bien. Cléophas, merci pour l'invitation. Merci également à Degat pour la transition, parce que depuis tout à l'heure, en fait, j'écoute et en toute simplicité, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui semblent assez simples pour moi, assez connues, parce que ce sont des choses en fait que l'on fait. Donc en fait, je voudrais juste rebondir là-dessus. Donc moi, je travaille pour le groupe CNH Industrial. CNH, globalement, c'est la filiale équipement du groupe italien Fiat. Donc il y a deux sociétés principalement au sein du groupe Fiat. Il y a la division automobile qui s'appelle FCA, qui est d'ailleurs en train de faire la fusion avec le groupe français Peugeot. Et il y a la division CNH Industrial, qui veut dire Case New Holland, et qui regroupe aujourd'hui plus de 60 000 employés. On a 4 principaux segments, parmi lesquels on a 12 marques. Donc, on a un segment agricole avec les marques New Holland Agriculture, aussi la marque Casiach. On a également le segment des engins de travaux publics. On a aussi donc New Holland Construction et puis Case Construction, Case pour certains qui la connaissent comme ça. Bien évidemment, on a les véhicules commerciaux, poids lourds, autobus sous la marque Iveco. Et puis, on a aussi nos propres moteurs. Donc, avant, on appelait ça des moteurs Iveco. On a des générateurs, des moteurs marins. Mais maintenant, ça s'appelle FPT, ce qui signifie Fiat Powertrain. Et c'est vrai que sur ces 60 000 employés, on réalise un très gros chiffre d'affaires sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Et moi-même, donc, je suis basé à Casablanca, au Maroc, où nous avons un bureau régional pour l'Afrique francophone. On couvre justement tous les pays dont on mentionnait, dont on a parlé tout à l'heure, de la Tunisie globalement jusqu'au Congo, sans oublier les quelques pays anglophones au milieu comme le Libéria ou le Sierra Leone dont on a parlé, et je vais y revenir. Et c'est vrai que le groupe italien est peut-être un peu, je ne vais pas dire discret, mais on a une façon de faire un petit peu notre activité qui est, je pense, bonne. C'est-à-dire qu'on travaille généralement jamais tout seul. On va énormément compter sur un partenaire local et c'est un partenaire en général avec lequel on travaille sur une longue durée. Ici au Maroc, nos partenaires, on est sur des partenariats de plusieurs dizaines d'années. En Tunisie, on travaille sur plusieurs de nos marques avec un partenaire depuis 1946. Et on est fiers de dire ça. En Côte d'Ivoire, on a un partenariat qui est en place avec un des plus gros groupes privés du pays depuis plus de 30 ans. Et en fait, ça nous aide à faire ce que l'on disait tout à l'heure, d'une certaine manière, un amalgame positif, bien sûr, entre nos marques et le distributeur local. Donc, quand le client veut un tracteur, il ne va pas forcément se rappeler du nom du tracteur, mais va se rappeler du nom du partenaire qui importe ce tracteur ici. Ou inversement, s'il connaît très bien la marque du tracteur, il va dire « je veux celui-ci », quel que soit ensuite le distributeur. Et j'ai l'impression que cette manière de travailler porte ses fruits. Ça permet d'avoir une réelle implantation dans la durée. Et aujourd'hui, je faisais un calcul tout à l'heure lorsqu'on était les autres intervenants parlaient. Sur les 20 dernières années, on a envoyé plus de 15 000 machines agricoles
sur la zone francophone de l'Afrique, dont 7 000 qui viennent d'Italie. Donc, c'est vrai que tout ce qui a été dit sur ce rapport qui a été pris de machines qui sont faites en Italie, mais en même temps d'une certaine simplicité ou d'une compatibilité avec les conditions locales, ça porte ses fruits, ça marche. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas compliqué, c'est pas un mythe. L'Italie en général ne vient pas investir, envoie une armée d'expatriés. Il compte vraiment sur les partenaires locaux dans les différents pays. Et je suis plutôt fier de faire partie de ça. Donc, à ce titre, c'est vrai que la population, elle est en train de grandir. Il y a une certaine, on va dire, classe moyenne qui est en train de monter en puissance. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était cette histoire de population. Il y a plus de 30 millions d'habitants au Maroc, il y en a quasiment 50 en Algérie, 25 en Côte d'Ivoire, 15 au Sénégal, plus de 30 millions au Ghana. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, au final, ça veut dire des personnes à nourrir. Et puis, dans le contexte aussi de la pandémie de cette année, il y a une réelle prise de conscience de la part des gouvernements de se dire, bon, on a tout pour réussir, on a le climat. Alors, il y a quelques problèmes. Au Maroc, on a quelques soucis au niveau de la pluie, mais quand vous prenez un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou le Ghana ou le Nigeria, le climat est parfait pour avoir plus de deux récoltes de riz sur 12 mois. Vous avez de quoi faire des fruits et vous avez de quoi exporter. Et c'est vrai que ce qu'on a pu faire avec les différents gouvernements lors de ces dernières années, aujourd'hui, on voit clairement que sur certains produits, la facture d'importation, elle diminue fortement. Ou en tout cas, il y a certains segments de l'agriculture qui tendent à être de plus en plus, on va dire, exportateurs. Et c'est vrai que quand bien même on a un problème un peu de sécheresse au Maroc depuis maintenant 2 ans et ça affecte malheureusement la céréaliculture, tout le reste qui est irrigué, notamment la partie arboricole, horticole, je veux dire les récoltes, la production, on va dire, en fruits et légumes de cette année au Maroc, elle sera exceptionnelle. Alors qu'on est sur quand même, on peut le dire, une mauvaise année en termes de pluie. On va avoir plus de 15% de production en olives par rapport à l'année dernière. On va avoir plus de 25% de production de dattes par rapport à l'année dernière. Et tout ça, ça passe à travers la mécanisation. Donc, c'est vrai que voilà, nous, en tant que groupe, on a eu, bien sûr, l'expérience des années. Mais il y a une chose qui a été sûre, c'est qu'on n'a jamais, comment dirais-je, on n'a jamais baissé les bras. On ne s'est jamais posé la question de dire « oh, il faut qu'on se retire d'un marché » ou alors « il faut qu'on arrête là ». Il faut qu'on reste. Je veux dire, il y a un investissement qui est fait, il y a des partenaires aussi qui sont sur place. Il faut savoir des fois faire le dos rond, les accompagner parce que sur la durée, c'est quelque chose qui paye. Et je voudrais juste citer trois exemples qu'on a pu faire récemment qui sont vraiment, pour moi, qui s'intègrent vraiment dans l'approche que vous avez, Cléophas, c'est de se dire, on a un pays qui est très riche, qui est l'Italie, qui peut apporter beaucoup, qui apporte déjà beaucoup, mais ça ne se sait pas forcément. Et je pense que ce travail, on va dire, je dirais de prescription ou de promotion plutôt de l'Italie envers les pays émergents et notamment l'Afrique, est un vrai travail à faire. Et je vous remercie pour ce que vous faites parce que c'est quelque chose que nous, à notre échelle, on essaie de faire un petit peu au quotidien, mais c'est aussi quelque chose, je pense, qui doit venir de l'extérieur, d'un point de vue un peu plus institutionnel. Typiquement, je vais vous donner 3 exemples. Il y a 2 ans, on a livré plus de 35 tractopelles, des engins de travaux publics, produits à Lecce, en Italie, qui est quand même un gros bassin industriel en Italie. Et c'était financé par la Caisse des prêts de la Tunisie. Et c'est typiquement des machines qui ont ensuite été distribuées dans différentes régions afin d'aider aux travaux publics, la construction des routes, etc. Et typiquement, sur ce genre d'appel d'offres, on se positionne avec notre partenaire local. Et c'est parce que nous, on est bien évidemment un constructeur de premier rang, mais qu'on a aussi un partenaire local, qu'on arrive à être parfaitement en ligne en termes de prix, en termes de service sur ce genre d'appel d'offres. On a, sur maintenant ces 10 dernières années au Sénégal, livré, bon, on va dire une bonne centaine de machines d'engins de récolte, de moissonneuses, notamment dans la région du fleuve Sénégal, à Saint-Louis, où on travaille en étroite collaboration avec l'organisme qui est en charge de l'aménagement de la vallée du fleuve, la SAED, mais aussi avec la banque agricole qui est là-bas et qui fait son travail. Et clairement, ça se fait aussi à travers un distributeur, à travers un partenaire qui est local et qui va nous soutenir. Et puis, je voudrais citer un dernier exemple qui n'est pas un exemple de l'agriculture.
Ce n'est pas directement moi qui gère ce dossier, mais je voudrais parler du transport urbain, interurbain. Et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la société locale qui est notre partenaire, la Sotra, assemble aujourd'hui des minibus, des engins de transport scolaire, de transport de personnel sur place à Abidjan. Et ça s'est fait justement avec cette volonté de faire, comme disait tout à l'heure Monsieur Debouy, d'avoir un contenu local. Aujourd'hui, des choses assez simples comme de la boulonnerie ou de la carrosserie, on sait qu'on peut le faire au niveau local. Il ne faut pas être trop ambitieux. Il y a certains pays malheureusement qui tendent à vouloir trop tout de suite et ça ne marche pas. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, moi, je suis ravi de pouvoir partager cette expérience, de vous dire qu'en tant que société européenne, même internationale, puisque CNH est aussi coté en bourse à New York, en plus d'être coté en bourse à Milan, on arrive à allier justement d'un côté une expérience internationale, mais aussi une prise en compte du contenu au niveau local, un lien fort avec les autorités aussi au niveau local pour comprendre leurs besoins et puis le service après-vente et service technique de nos différents partenaires dans les pays fait que ça marche plutôt bien. Voilà. Merci beaucoup, Yacine. Merci à vous. J'ai vu que tu as beaucoup mis, tu as parlé beaucoup de l'aspect partenaire local, distribution, qui est très important. Donc, quelqu'un qui connaît la réalité du terrain, c'est un peu transversal, je crois. Et de toutes les speeches qu'on a écoutés jusqu'à maintenant, travailler dans la durée, ça c'est autre chose qui est très important parce que des fois les gens ont envie de gagner tout de suite et il faut voir, avoir une vision, donc une stratégie et construire la stratégie dans la longue durée. Et le partenaire local justement permet d'accompagner l'entreprise italienne qui aura besoin de travailler dans nos pays. Il faut avoir un lien avec les autorités, ça c'est très important aussi parce que apparemment on a toujours cette tendance à négliger l'État, l'autorité, l'institution, qui est celle qui justement élabore les stratégies, les programmes, les accompagne et c'est très important qu'il y ait un lien et que ce qui se fait puisse être adapté justement aux besoins d'un programme politique de développement de nos pays. Et je ne savais pas, et ça c'est un truc qu'il faut communiquer, le fait que déjà il y a une usine d'assemblage, donc c'est déjà un step important. C'est un step important d'assemblage en Côte d'Ivoire, donc ça veut dire que progressivement on peut arriver un jour à la fabrication, mais déjà qu'on les monte là-bas, ça veut dire que ça crée de l'emploi. Et ça appartient d'une certaine manière au pays. Ceux qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise deviennent en quelque sorte des ambassadeurs parce qu'ils ont intérêt à ce que ça fonctionne. Donc, c'est une stratégie qui est sûrement gagnante, qui peut aider. Donc, c'est vraiment des modèles, le service après-vente, l'accompagnement, être présent quand il y a besoin, c'est utile et c'est très important. Donc, merci beaucoup pour le speech. On va revenir sûrement après par rapport aux questions. Je vais aller auprès de M. Yacine Zoé, qui est expert en management, qui est un communicant aussi. Il a une forte expérience au niveau de Burkina Faso, au niveau de la communication, la relation, les contacts. Et il a réalisé beaucoup d'activités de communication, de réseautage au niveau du Burkina. Et j'avais demandé à lui de nous donner l'aspect communication parce que c'est très important pour nous. C'est très important que tout ce qu'on est en train de construire puisse servir justement à la communication que l'on veut mettre en place entre le continent et le pays Italie. Parce que nous, on parle d'Italie, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui sont en jeu. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est comment notre pays d'accueil, notre nouveau pays, peut être justement présente dans nos pays d'origine, dans nos pays où on est. Donc, je vais laisser la parole à M. Zoré qui va nous
il a vécu aussi l'État de l'Afrique plus qu'il connaît très bien l'Italie. Et je pense même qu'il a des parents ici, donc quelque chose le lie à ce pays. Mais son expérience, son expertise d'expert en management, mais surtout de communicateur, peut nous être utile justement pour élaborer des instruments à mettre à disposition de l'Italie pour l'Afrique. Voilà. Donc à toi la parole, Yassine. Ok, je te remercie Cléophas et encore une fois, merci à ceux qui m'ont précédé parce que là où je vais intervenir, eh bien, tu m'as peut-être demandé un peu trop parce que je dois répondre en fait à la place des Italiens, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, nous devons travailler tous ensemble. Et déjà, pour ce qui me concerne, je pense aborder la question autour de cinq points essentiels. Le premier, ce serait donc le contexte et les éléments à considérer. Ensuite, je pense qu'on va parler quand même du canal diplomatique, celui institutionnel, le canal B2B, celui que justement IABW est en train de développer en ce moment. Et enfin, les canaux publicitaires orientés produits et services que nos amis italiens peuvent utiliser pour en tout cas toucher notre marché. Je veux me rassurer que vous m'entendez très bien. Je ne sais pas trop tout. Parfait. D'accord, très bien. Alors, déjà, il faut noter que pour avoir des instruments de communication pertinents, il faut déjà apprendre à se connaître. Je pense qu'il y a une démarche que nous observons ces derniers moments. L'Italie commence à avoir une présence physique dans les pays africains et je crois que c'est une bonne démarche dans la mesure où vous ne pouvez pas travailler sous couvert et atteindre des objectifs ensemble. Lorsque nous devons nous référer à l'Italie et que nous devons passer par la France, qui est notre partenaire historique, il faut le reconnaître, c'est vrai que ça peut constituer un frein. Mais je pense que depuis un certain temps, l'Italie commence à faire le pas, à venir elle-même en Afrique, à s'installer à travers les représentations diplomatiques. Et cela donc permet de lever certaines difficultés qui étaient donc liées à notre histoire coloniale dans la sous-région. Et là, je m'adresse particulièrement à la zone Afrique de l'Ouest. Donc, il faut maintenant beaucoup plus d'efforts à l'Italie pour s'implanter parce qu'il faut tisser de nouveaux liens, il faut créer de la confiance, il faut se découvrir les uns les autres. Et donc, il faut savoir également que l'Italie reste géographiquement accessible et son appartenance à l'Europe et à l'espace Schengen, ça va permettre à tous ces opérateurs économiques, à cette population qui a des repères européens, de pouvoir s'y retrouver, même si derrière, nous constatons quand même que la langue peut constituer une barrière, mais qui n'en est pas une. Parce que je crois que pour ceux qui écoutent les Italiens ou qui suivent, qui voient un peu de documentation, vous vous rendez compte que ce n'est pas une langue très difficile à comprendre. Et je suis convaincu que dans toutes les activités qui sont en train d'être mises en place, eh bien, il y aura un volet apprentissage de langue pour justement lever ces barrières. D'ailleurs, vous constaterez que nous travaillons beaucoup avec les Chinois. Nous ne parlons pas chinois, on travaille avec l'Inde, avec d'autres pays. Donc, je pense que cette barrière, en tout cas, elle est complètement dépassée aujourd'hui. L'Afrique a cette particularité et une communication adaptée s'impose. Si les Italiens veulent être perçus comme étant des partenaires, comme étant un peuple qui apporte des produits de qualité, eh bien, il faut absolument qu'elle puisse comprendre aussi nos habitudes, nos us et coutumes, la culture africaine. Il y a quelques similarités. Je pense qu'une des particularités que Cléo avait soulignées était que les entreprises étaient essentiellement des PME, des PMI, mais à la base familiale. Et je crois qu'il y a ces petites similitudes-là avec nous en Afrique où nos entreprises sont aussi construites autour de la cellule familiale, même si ce n'est pas toujours à la même échelle ou elles n'ont pas toujours la même ancienneté ou la même taille. Mais ce rapprochement peut permettre effectivement que le contact il passe vraiment beaucoup plus facilement. Je disais tantôt aussi que la communication à travers le canal diplomatique était véritablement indispensable parce que le dynamisme de toutes ces représentations diplomatiques en Afrique et leur capacité à conduire une vraie coopération
va permettre en tout cas que la partie économique suive et que justement les Italiens puissent se retrouver sur le continent, particulièrement dans notre zone en Afrique de l'Ouest, se retrouver à l'aise avec leurs homologues, les hommes d'affaires africains, et pouvoir parler le même langage et construire ensemble des aventures économiques, construire des entreprises. Et je pense que c'est à travers un discours clair entre les parties et qui ne laisse aucune équivoque. La mise en évidence des actions de terrain et des opportunités qu'offre l'Italie ne doivent jamais être occultées. Je crois que la partie diplomatique doit jouer son rôle. Lorsque l'Italie arrive désormais dans nos différents pays et crée donc de nouvelles opportunités pour nos entreprises, pour la partie culturelle, pour la partie industrielle, parce qu'aujourd'hui, ce qui mine l'Afrique, principalement l'Afrique de l'Ouest, c'est le manque d'infrastructures, le manque d'industrie. Et je crois que l'Italie nous a démontré que sur ce domaine, eh bien, il a une longueur d'avance et surtout, nous avons un grand intérêt à tisser des liens de partenariat avec eux pour justement construire des industries solides et viables sur notre continent. Surtout que je sais que Cléo est très, très regardant sur le transfert de compétences, sur le know-how italien. Et je crois que une des caractéristiques dont jouit l'Italie, c'est la qualité de ses produits. Je crois que là-dessus, on doit insister. Les Italiens doivent, en tout cas, rassurer leurs partenaires africains que les produits italiens sont des produits de qualité, répondent toujours aux normes. Tu l'as dit tantôt, à l'époque, eh bien, on les connaissait, ces produits. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on ne voit plus les produits italiens dans nos pays? Eh bien, je crois que ce retour diplomatique va aussi constituer un maillon essentiel pour justement relancer cet attrait pour les produits italiens. Alors, je crois également au canal institutionnel. IABW aujourd'hui a donné l'opportunité aux chambres de commerce, au patronat, aux agences de promotion des investissements de pouvoir prendre part à ce forum et de voir sur place les réalités, sur place que les Italiens ont à nous présenter, et les Africains, pareil, ont aussi l'occasion de présenter à leurs pairs italiens le savoir-faire et également les opportunités qu'il y a sur le continent. Donc, des actions en faveur d'un commerce équitable, gagnant-gagnant, participant à asseoir une communication positive. Je pense également à ces forums économiques tels que IABW et bien d'autres qui sont des moyens de communication directs et qui restent des valeurs sûres, sont des forums qui constituent une opportunité de vente à destination de l'Italie et le Made in Italy. Alors, je pense qu'il y a aussi le volet touristique, il y a le volet gastronomique, les séjours religieux, les études, la formation. Tout à l'heure, Dogad a parlé justement, parce qu'aujourd'hui, pour connaître l'Italie, je crois que des échanges académiques, des opportunités sur la formation permettent de connaître davantage les Italiens et aux Italiens aussi de connaître davantage le marché qu'ils vont servir, qui est celui de l'Afrique de l'Ouest, pour le cas de nos échanges d'aujourd'hui. Donc, concrètement, je pense que le domaine de la communication ne peut pas être exclu dans la démarche que les Italiens auront vis-à-vis de leur présence sur le continent. Et il y a de très grandes agences aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps en tant qu'agence conseil en communication et je peux vous assurer que les produits italiens, pour ce qui concernait les produits de fin d'année, eh bien, on avait plusieurs choix, mais les produits italiens étaient nettement ceux qui répondaient à nos attentes en termes de qualité, en termes de diversité. Et je crois que peut-être plus on va avoir du volume et plus on va profiter des coûts. Donc, quelque part, je pense que les Italiens doivent communiquer davantage à travers les différents forums que nous mettons en place à travers IABW et bien d'autres possibilités.
eh bien, de pouvoir vendre la destination Italie à travers ce que nous attendons en tout cas d'un partenaire, car ça doit être une aventure gagnant-gagnant. Et je pense que je vais m'arrêter là en attendant d'autres questions ou d'autres compliments. Mais c'est clair que cet exercice de pouvoir dire exactement ce que les Italiens doivent faire sur notre continent, eh bien, nous sommes dans un monde ouvert aujourd'hui où, effectivement, ils ont besoin de communiquer chez nous, mais il faut que cette communication soit adaptée à notre contexte. Et ça doit se faire main dans la main. Comme l'a dit Dogad, pas au dernier kilomètre, mais en tout cas, on doit le construire ensemble et pouvoir vendre des solutions qui nous permettent toutes les deux parties d'être gagnantes. En tout cas, merci pour cette opportunité d'éclairer un peu ceux qui souhaitent en tout cas nous rejoindre sur notre beau continent. C'est bon. Et je ne t'entends pas trop. Ok, voilà. Je remercie beaucoup M. Zouré pour son intervention. Et je vais demander, avant de laisser la parole au public, à chacun d'entre vous, avec une seule parole, parce que ça a l'air banal, mais c'est très important, une parole qui peut être utilisée comme slogan du Made in Italy en Afrique. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à l'Italie? Des paroles qui peuvent justement nous permettre d'élaborer justement une stratégie qui partirait justement de ces paroles-là et amener l'Italie à créer des connexions, des partenariats au niveau économique, commercial, au niveau transfert de savoir-faire, de nouvelles technologies, au niveau création de relations, et au niveau internationalisation ou délocalisation, parce que c'est un débat qui se fait, au niveau, Monsieur Dogui, mais qui dit aussi le président de la CONEB, de manière que le Made in Italy soit vraiment Made in Italy, Made in Afrique, donc que soit correspond justement à nos besoins. Je vais demander à chacun d'entre vous avec une parole. L'Italie, le Made in Italy, c'est quoi pour vous en une parole? Donc, je vais demander ça à Armel, à M. Dogui, à Mme Traoré, à M. Yassine et à M. Zouré. L'Italie, le Made in Italy en une parole, avant que le public s'apprête à intervenir, à poser des questions, à commenter le débat. Armel. Il faut mettre le micro. C'est bon. Oui. Je te remercie, Cléophas. Je pense que pour faire court, pour moi, le Made in Italy, pour avoir sa place entièrement sur le marché africain, c'est choisir le bon produit, la meilleure qualité, le meilleur partenaire sur le continent et respecter les règles éthiques pour faire un business gagnant-gagnant. Avec ces conditions, je pense qu'on peut véritablement trouver une très bonne place au Made in Italy en Afrique de l'Ouest. Merci. Merci. Bon produit, qualité, partenaire éthique. Tu as donné 4 paroles que j'ai retenues. Dogui? Moi, je dirais simplement proposer à l'Italie de créer une marque qui s'appellerait Italie Africa. Donc, d'estampiller pour les consommateurs locaux les produits italiens qui sont conçus pour l'Afrique avec les Africains, avec des relais africains. Donc, c'est comme un label. Si vous êtes rentré par un partenaire local, si vous avez un représentant local dans le local content, on vous attribue l'Italie Africa. Super, merci. Un label Italia Africa pour tous les produits italiens qui sont conçus et élaborés avec les partenaires africains. Madame Traoré? Bon, je pense que je vais aller dans la même logique. C'est know-how, show-how de l'Italie sur l'Afrique. Donc, si on a ce cohort ou je ne sais pas, ce consortium, comme le label, comme il dit, d'avoir l'expertise italienne sur des produits africains, là,
pour percer le marché italien, moi, je suis toujours dans l'optique de, voilà, qu'on crée les emplois en Afrique, mais que le marché soit gagnant-gagnant pour les deux, que ce soit des produits italiens qui viennent en Afrique ou que ce soit des produits africains qui viennent, qu'on soit dans cette dynamique du Africa Italia label qu'on pourra mettre au devant pour qu'on sache que voilà, ce sont des produits de qualité, des produits voilà, là où il y a les deux mains qui ont participé. On a déjà le logo, hein? On a déjà le logo. Donc nos HO, expertise. Donc, voilà. L'expertise, ça veut dire pas seulement de l'Italie vers l'Afrique, mais aussi de l'Afrique vers l'Italie, avec la possibilité d'améliorer la qualité de nos produits et permettre à ce produit d'arriver sur le marché européen et le marché italien. Merci. Monsieur Yacine. Alors, moi, je pense qu'il y a un point qui était très, très, très pertinent, c'est de dire aussi un petit peu comment promouvoir l'Afrique en Italie. On a déjà eu, lors du précédent webinaire, on a pu avoir cette discussion, mais je pense qu'il y a aussi un défaut qui est réel en Italie, c'est un peu une méconnaissance, à part certaines sociétés qui sont déjà exportatrices en Afrique, mais il y a une méconnaissance du potentiel et du vrai marché qui est présent en Italie. Comme tu disais tout à l'heure, mis à part les quelques pays qui ont historiquement une histoire avec l'Italie, on va dire une partie de l'Éthiopie, l'Érythrée également, qui est un pays avec laquelle l'Italie travaille beaucoup, la Libye ou autre. Malheureusement, en dehors de ces pays-là, ce n'est pas forcément immédiat pour les Italiens. Lorsqu'ils pensent à l'export, ils vont penser à d'autres pays, mais pas forcément au continent africain. Mais bon, j'ai cru comprendre que ça sera l'objet d'un webinaire bientôt, mais il y a la diaspora qui peut aussi jouer ce rôle-là en Italie. Il y a beaucoup d'entreprises qui souvent recherchent des personnes qui connaissent l'Afrique, qui puissent parler le français ou autre. Et je pense qu'il y a suffisamment de personnes de la diaspora africaine en Italie qui peuvent aussi jouer ce rôle-là. Donc, je pense que dans les deux sens, mais dans le sens Afrique vers l'Italie, il y a aussi un travail de promotion important à faire. Merci. Donc, tu rejoins un peu le concept de Madame Traoré. Donc, c'est ça. Promouvoir l'image de l'Afrique en Italie, c'est permanent. Hein, dans tous les webinaires qu'on a fait, c'est revenu. Parce que si l'Afrique est vue comme un territoire pour l'aide et non pour le partenariat et pour le business, c'est clair que quelqu'un qui veut vendre, qui veut exporter, qui veut transférer son savoir-faire, il ne pense pas au continent africain parce que là-bas, il faut aller les aider. Donc, ce n'est pas vraiment des réalités ou des contextes où on peut construire quelque chose. Alors que je crois que le type de speakers d'aujourd'hui explique qu'il y a un potentiel, il y a des compétences, il y a une expertise. Et l'Afrique aussi, c'est cette classe moyenne, mais moi, je parle toujours, après je laisse la parole à Yacine, de la normalité. On a l'impression que l'Afrique est différente. Non? Les drames ailleurs sont moins dramatiques que les drames en Afrique. Et ce n'est pas bon. Quand on parle de drames dans certains pays, je prends un exemple puis j'arrête. Le Covid-19, on avait l'impression que ça allait être la catastrophe en Afrique, donc tout le monde était prêt. Et ça allait être dramatique en Afrique, ça peut être dramatique, mais il y a toujours cette impression que je vois du côté européen, italien, d'aider les Africains à affronter la maladie quand ils ont besoin d'aide eux pour l'affronter, parce que ce n'est pas encore fini ici et c'est encore un problème, et que peut-être l'expertise africaine qui a permis justement d'éviter la catastrophe peut être utile, non, d'une certaine manière, à nos pays de résidence à affronter avec humilité une situation qui touche tout le monde. Voilà, donc
merci beaucoup la diaspora. Bon, ça, c'est un autre débat qui va être fait. Et même si certains d'entre vous sont déjà diaspora, pas tous en Italie, mais c'est une expertise, une expérience qui peut être utile pour justement accompagner ce travail-là. On va demander aux communicants la parole qui peut justement être retenue pour parler de Made in Italy en Afrique. Non, mais ça, pour moi, c'est la qualité. Hein. La qualité, là, je crois que c'est la référence pour le Made in Italy, le tandem, parce que c'est ensemble qu'on va aller sur l'atteinte de cet objectif, c'est-à-dire la partie italienne et la partie africaine, et pour un résultat gagnant-gagnant. Voilà. Donc, je pense que le terme de qualité est revenu un peu partout. Ça, c'est ce qui caractérise vraiment l'Italie. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux intervenants, aux participants. Si vous avez des questions, des commentaires, à chacun 2 minutes pour faire un commentaire, pour poser une question, pour interpeller ou suggérer. Justement, donc, on laisse la parole au public. J'avais vu que le consul tunisien avait dit quelque chose. Je sais qu'il y a le représentant de l'ambassade malgache présent, mais il y a aussi sûrement des hommes d'affaires. Je vois certains amis de la diaspora. Et donc, la parole est au public. Voilà. Je profite de saluer Madame Elinoro, qui est la chargée d'affaires de l'ambassade de Madagascar en Italie, qui est en train de nous écouter. Vous pouvez ou élever la main et intervenir. Khadijatou Faye, vous voulez parler? Madame Faye? Oui, bonsoir. Je vais activer mon micro. Vous m'entendez? On vous entend. Alors, bonsoir. Donc, je m'appelle Khadijatou Faye. Moi, je vis en Italie, à Ferrara, donc dans la région de l'Emilia-Romagna. Et je suis une jeune entrepreneur sénégalaise. Donc, je fais un peu de business entre l'Italie, la France vers le Sénégal. Voilà. Donc, moi, en fait, je voulais un peu rebondir sur ce que M. Yacine disait. Donc, Yacine Seker, si je ne me trompe pas. Donc, c'était par rapport à, en fait, l'effet inverse, le fait de faire connaître, en fait, l'Afrique, les produits africains, le tourisme, sa culture, etc., vers l'Italie. Moi, je vis en Italie, je sais que ce n'est pas quelque chose de difficile, de facile. Donc, parce que voilà, il y a déjà une certaine appréhension des Italiens sur l'Afrique, sur l'Africain, mais je sais que c'est possible parce que je vois que dans ce réseau, en fait, il y a des personnes vraiment compétentes qui connaissent le marché des affaires. Donc, moi, en fait, la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez pensé à mettre en place, en fait, des stratégies pour faire connaître l'Afrique? Donc, comme je disais, par rapport à ses produits alimentaires, parce qu'on a quand même une richesse par rapport à ce domaine, son tourisme, sa culture, pour ne citer que cela, afin d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'Italiens qui s'installent en fait en Afrique. Donc, j'en ai eu l'expérience et je pense aussi que vous le savez. Donc, qui s'installent en Afrique comme voilà, apporteurs d'affaires et qui connaissent vraiment plus ou moins le sol africain. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Faye. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires. Monsieur Mahmoudou Mustafa. Voilà, oui, je pense que vous m'entendez, j'ai ouvert le micro. Oui, on vous entend. Voilà, d'accord. D'abord, c'est remercier toute l'initiative qui a permis cette concertation via vidéoconférence et surtout en cette période de post-pandémie. J'ai longuement suivi surtout la sortie tout à l'heure de Madame Faye, qui se trouve être une Sénégalaise, et ce qu'elle dit est tellement important, c'est-à-dire qu'il va falloir insister sur le fait de faire connaître l'Afrique. D'abord, je vais me présenter avant d'aller plus loin. C'est Mohamed Moustapha Seck, consultant chroniqueur et en même temps président d'une ONG qui est dans l'action humanitaire.
Et figurez-vous que l'Italie était déjà présente en Afrique bien avant peut-être l'arrivée des Chinois et autres, parce que nous, on a eu tout au long de la route Louga-Saint-Louis, vous avez des forages qui ont été installés par des ONG italiennes. Et même la route Louga-Saint-Louis a été refaite par une société italienne pavimentale. Et ça. Donc, l'Italie était déjà présente en Afrique. Mais ce qu'il faudrait, c'est mesurer l'impact et l'enjeu qu'il y a actuellement. Les Chinois, les Indiens, comme l'a dit M. Dogui tout à l'heure, sont en train d'investir l'Afrique. Mais comment ils ont fait? Ils ont allé trop vite en besogne, comme on dit. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils se sont rendus compte que l'Afrique est un territoire encore vierge qui a besoin d'énormes investissements et que toutes les opportunités peuvent être saisies. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. L'aspect protocolaire a été mis de côté. Ils sont venus directement. C'est ce qu'il faudrait. Parce qu'il y a énormément d'opportunités à saisir en Afrique, que ce soit dans les énergies renouvelables, que tout est à l'état brut. Même s'il y a peut-être une mauvaise volonté politique ou une absence de démocratie quelque part, mais les opportunités sont là. Donc, moi, la question, peut-être, serait orientée vers est-ce que la communication se portera sur les potentialités africaines pour que les Italiens sachent ce que c'est l'Afrique, ou bien la communication doit se porter sur faites attention, l'arrivée vers l'or est là, les Chinois, les Indiens, même les Français ont une nouvelle perception de l'Afrique parce que tout récemment, le Sénat français a sorti un document pour montrer qu'ils vont aller à la reconquête de l'Afrique. Donc les Italiens aussi, avec leur savoir-faire, avec toutes les opportunités que nous avons sur les énergies renouvelables, même le packaging, parce qu'on est en train d'éliminer les sachets plastiques et autres, la revalorisation des déchets. Il y a énormément de choses à faire. Mais ce qu'il faudrait, c'est comme l'a dit tout à l'heure Mme Khadou Tatofaï, passer peut-être par des facilitateurs qui connaissent très bien l'Afrique, et peut-être le partenariat gagnant-gagnant va peut-être permettre à certains hommes d'affaires ou institutions italiennes de mieux occuper l'espace qui est encore vierge en Afrique. Donc, c'était ça. Je vous remercie de vraiment toute cette initiative et vivement une très bonne réussite pour l'Africa Italian Business Week. Merci beaucoup, M. Mahmoudou. Je ne sais pas si on peut prendre une dernière intervention avant de laisser la parole aux conférenciers de répondre ou de commenter ce qui a été dit. Bon, je ne sais pas si c'est possible d'intervenir avec le mot. Oui, c'est possible. C'est encore possible. D'accord, d'accord. Donc, mon intervention, ça sera sous forme d'une invitation. Donc, comme vous savez, je suis M. Zetouni Boulouba, je suis un opérateur économique basé en Guinée équatoriale depuis 2005. Donc, ça fait 15 ans. Et encore, j'ai une casquette diplomatique. Je suis en même temps le consul honoraire de la Tunisie en Guinée équatoriale. Donc, certainement, comme vous le savez très bien, la Guinée équatoriale, c'est un pays plein de potentiel, en plein boom. C'est le troisième producteur de l'or noir en Afrique subsaharienne. Donc, je gère 3 boîtes. Dans l'une de ces 3 boîtes, donc, on fait le consulting, l'accompagnement pour le métier national et les investisseurs étrangers qui veulent s'investir là-bas en Guinée équatoriale. Compte tenu qu'on a un très bon carnet d'adresses, donc on peut accompagner et on peut inviter n'importe quel investisseur, soit italien ou bien africain, donc de venir en Guinée équatoriale et on peut faciliter pour lui toute la procédure pour s'installer et même pour négocier le marché. Donc on peut aller avec lui jusqu'à plus haut niveau des autorités. Donc, sincèrement, soyez le bienvenu en Guinée équatoriale. Donc, je suis équato-guinéen plus que tunisien même. C'est bon parce que c'est cette capacité de la diaspora de défendre le territoire. Hein. C'est la même chose. Nous, on défend l'Italie vers l'Afrique parce qu'on est là, parce qu'on vit ici et c'est normal que notre ami équato-tunisien, je mets Guinée équatoriale avant. C'est avec plaisir parce que même
Madame l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en Italie, elle est actuellement la doyenne du corps diplomatique en Italie. Donc, avec elle j'entretiens de très bonnes relations et c'est une amie personnelle à moi. Donc, on fait tellement de choses ensemble. Donc, même pour faciliter les visas d'entrée en Guinée équatoriale, donc le jour de demain, il n'y aura aucun problème pour n'importe quelle personne qui aura la volonté d'entrer en Guinée équatoriale. Ok, il y a aussi un monsieur qui a levé sa main, que je ne vois plus. Galaxy G8. J'essaye s'il peut se présenter et dire quelque chose. On ne le voit pas. Ok. Non. On ne le voit pas. Bon, on va laisser... on est en train d'arriver vers la fin du débat, donc je vais laisser à chaque intervenant 2 minutes pour le mot de la fin et pourquoi pas peut commenter ce qui a été dit par les 3 personnes, Madame Faye, Monsieur Moustapha Seck, Monsieur Boulba Zitouni, l'équato-guinéen. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Armel. On refait Armel, Madame Traoré, Monsieur Dogat, Monsieur Yacine et après Monsieur Zouré. 2 minutes à personne pour le mot de fin et puis voilà, donner encore certaines indications pour le travail qu'on est en train de faire. Alors, il semble que c'est le mot de fin actuellement. Madame Faye et Monsieur Moustapha ont eu la préoccupation de savoir comment faire connaître l'Afrique. Alors, pour moi, la question répond par elle-même. En fait, nos partenaires africains et ailleurs ceux du monde connaissent parfaitement l'Afrique. Ne vous leurrez pas, aujourd'hui, tous les indices montrent que l'Afrique est l'avenir du monde. C'est le continent sur lequel tout le monde souhaiterait se positionner. Et je peux vous garantir que les Africains travaillent d'ailleurs très peu pour faire connaître l'Afrique. Mais quand vous voyez toutes les ressources du monde, ça se trouve encore en Afrique. La population, c'est un atout. Tout est à reconstruire en Afrique. Donc, ils travaillent à connaître davantage l'Afrique que les Africains eux-mêmes le font. C'est une réalité. Il n'en demeure pas moins vrai qu'au niveau de l'IABW, par exemple, il se crée un comité spécialisé pour vendre l'Afrique, pour montrer les secteurs qui ont encore besoin d'investissement en Afrique. Vous avez le secteur de l'ingénierie, vous avez le secteur de l'architecture, vous avez le secteur de l'agroalimentaire. C'est vrai, il faut faire connaître l'Afrique sur tous ces plans aujourd'hui. Alors, puisque nous sommes vers la fin, je voudrais faire une proposition pour ce qui me concerne à l'IABW. Vous voyez, moi, je suis dans un métier où on court après les financements pour le compte des États. Et l'expérience, je suis en train de faire un travail documenté aujourd'hui avec des pays comme l'Inde, des pays comme la Chine. L'expérience que nous avons avec les Exim Bank, c'est qu'ils font du bilatéral, des crédits à taux concessionnels pour nos États. Mais lorsqu'on commence par faire le bilan aujourd'hui, c'est le nombre de milliards que nos pays amassent pour des secteurs clés, des secteurs pour lesquels eux-mêmes sollicitent des investissements. C'est quoi le bilan aujourd'hui? C'est quoi la qualité des infrastructures qu'on laisse aujourd'hui? Mais est-ce que les infrastructures que nous laissons sont bien entretenues? Est-ce qu'ils sont durables? Est-ce que ce mode de coopération crée de nouveaux entrepreneurs en Afrique? Vous ne pouvez pas me donner en Afrique, par exemple, le nom d'entreprise qui est à partir de 20, 30, 40, 50 années d'existence. Vous allez de l'autre côté, vous avez des entreprises qui ont déjà un siècle. Alors, ce que je suis en train de proposer, c'est de voir, par exemple, au niveau des États comme l'Italie, puisque l'Italie a la volonté de revenir en Afrique, de s'implanter durablement et de conquérir une part de marché, et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette émission, c'est de voir au niveau des institutions financières italiennes spécialisées comment mettre en place des fonds, comment ouvrir des lignes de crédit, non plus cette fois-ci pour des États directement, mais pour des particuliers, pour des consultants, pour des chefs d'entreprise qui ont envie de monter des affaires win-win avec des entreprises italiennes, par exemple.
Et là, nous allons mettre à leur disposition des mécanismes pour pouvoir garantir ces fonds, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'investissement fait ou de crédits alloués à des particuliers ou à des chefs d'entreprise africains qui soient des crédits perdus. Un exemple concret. Vous êtes dans le domaine, par exemple, de l'agroalimentaire. Il y a une entreprise italienne qui est dans l'agroalimentaire. Elle identifie un partenaire africain qui est dans le même secteur. La possibilité d'avoir accès à un crédit en Italie est plus facile que la possibilité d'avoir un accès à un crédit en Afrique. Si les deux partenaires travaillent ensemble et identifient un banquier ou un bailleur de fonds italien, ils mettent ensemble des garanties pour soutenir ce crédit. Et ce crédit va financer les activités que les deux partenaires vont faire. Et ce crédit sera cautionné, garanti. Il y a plein d'assurances aujourd'hui qui garantissent ces genres d'investissement et ils font leur affaire ensemble avec un financement concret qui est sécurisé et qui est garanti. Je suis en train de penser à un projet pareil et je demande à M. Dioma Cléophas d'ouvrir ce chantier puisque à l'issue de notre webinaire, vous m'avez dit qu'il y aura une proposition que vous ferez au ministère des Affaires étrangères et aux institutionnels italiens. Et parlez-en. Et si ça les intéresse, nous pourrions véritablement étoffer ça pour que ça soit un nouveau chantier que nous allons mettre en place pour permettre à des entrepreneurs africains de mieux accueillir les entrepreneurs italiens et de les faire essaimer sur le continent tout en garantissant, comme je le disais à l'entame, l'intérêt des deux parties et pour faire des affaires éthiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Coty. On va passer à Mme Traoré. Donc, déjà, merci de m'avoir invité. J'espère que ma petite expérience pourra apporter un plus. Comme je disais tantôt, je pense qu'avec l'expérience du COVID, c'est venu montrer en fait l'importance vraiment du Made in Africa surtout. C'est vrai qu'on parle du Made in Africa, Italia in Africa, quand on est en train de discuter aujourd'hui, mais c'est vraiment, quand on parle du Made in Italia, c'est vraiment important que les gens sachent que ce n'est pas uniquement prendre des produits italiens pour venir déverser en Afrique. Parce que bien sûr qu'il y a beaucoup qui vont penser cela, voilà, on va venir avec eux et puis faire du dumping dans notre pays pour écrouler notre économie. Mais il faut surtout voir l'échange de compétences. Moi, c'est surtout ça que je vois, c'est l'échange de compétences, le know-how de venir avec la technologie que nous n'avions pas pour le moment et de venir nous aider à mieux travailler dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est l'industrialisation qui est surtout recherchée, c'est de venir industrialiser, c'est de venir partager cette expérience surtout avec les nouvelles énergies pour incorporer voilà, avec nos entreprises, pour venir mécaniser notre agriculture, comme le disait M. Yacine, avec tous ces tracteurs voilà, qu'ils ont, qui permettent de faciliter le travail pour que le travail ne soit pas harassant, mais beaucoup plus intelligent et qu'on soit à la pointe pour pouvoir être compétitif sur le marché international. Si nous prenons par exemple l'expertise dans le domaine des serres, l'Italie comme voilà, l'Espagne, ils ont des grandes sociétés voilà, qui se spécialisent dans la conception de serres. Pour qu'en Afrique, nous ne soyons pas dépendants uniquement de la saison pluvieuse, pour que nous puissions voilà, produire à contre-saison avec toute cette expérience-là. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et puis, je pense que voilà ce que l'intervenant qui vient de passer, M. Armel, je pense, qui oui. disait que voilà, il faut surtout cette synergie et avoir les financements qui soient là avec ces deux entreprises et qu'on ait des fonds de garantie qui permettent de faciliter voilà, ce partenariat-là. Parce que voilà, tu peux être une entreprise africaine, voilà, la pérennité des entreprises africaines est toujours voilà, sur des pincettes là. Si on pouvait faire voilà, ces deux partenariats-là, je pense que ça va booster l'économie africaine, l'économie ouest-africaine dans ce domaine-là pour pérenniser nos entreprises. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont commencé, mais qui n'arrivent pas voilà, à survivre. Ils n'arrivent pas à survivre parce qu'ils n'ont pas vraiment cette aide financière et cette capacité à travailler avec d'autres entreprises voilà, pour pouvoir être beaucoup plus forts.
Donc, je pense que c'est ça, voilà mon mot de fin. Et puis, merci à tous les intervenants, j'ai beaucoup appris. J'espère qu'on va partager nos différents contacts pour, voilà, pour garder le contact déjà là entre nous et puis il y a un partenariat gagnant-gagnant qu'on puisse avancer. Voilà. Merci beaucoup, Madame Traoré. Monsieur Dogui. Ouais, dire à Mme Traoré qu'on gardera le contact sûrement. Hein, C'est qu'on a clair. des idées qui te rejoignent et qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce projet de label. Moi, je nous propose tous les deux à envoyer à Italy Africa Business Week le projet de finaliser le label. Hein, Je voilà. Donc, suis d'accord. on se donne une mission si vous l'acceptez, hein, Cléophas. Bon. Nous, on accepte tout. Très bien. En conclusion, 3 points pour moi. Le premier, c'est que je pense que, je ne sais pas s'il existe déjà en Italie un réseau, une structure formalisée des entreprises italiennes déjà implantées en Afrique. Parce que ce sont elles qui doivent être les premiers à témoigner de leur réussite. Il ne faut pas qu'elles soient jalouses. Comme tout à l'heure, je pense que Yacine va le dire. Il faut témoigner de ce qu'on fait en Afrique quand on est entreprise italienne pour donner envie aux autres qui sont plutôt frileuses. Donc, je pense que si cela existe, il faut les mobiliser pour le 9, 10 et 11 novembre. Si cela n'existe pas, il faut les rechercher et leur proposer de venir dans le réseau pour qu'elles soient témoins et qu'elles puissent apporter leur contribution. Deuxièmement, je propose, là encore, peut-être pour le 9-11 novembre, parce que ça va être l'occasion, que dans notre plateforme, on puisse faire une sélection des besoins exprimés de PME africaines. Alors, évidemment, leurs besoins, ce n'est pas que pour les Italiens, c'est pour le monde entier, mais qu'on puisse, à travers Italy Africa Business Week, les diriger vers l'Italie en disant, voilà des entreprises africaines qui ont des besoins d'équipement, qui ont des besoins d'industrialisation, qui ont des besoins de donneurs d'ordre, qui recherchent des co-traitants pour faire du joint venture. Et ça peut être une sorte d'appel pour ceux qui hésiteraient. Nous, on peut leur donner l'envie de venir en tenant par la main. Voilà la deuxième proposition. Et puis la troisième, elle rejoint un peu le prochain webinaire, parce que j'ai une autre casquette qui est celle d'Africagora, dans la diaspora africaine, donc ça fait quand même plus de 20 ans. Et je pense qu'il y a en Suisse, en Allemagne, en Italie, dans les pays scandinaves, en tout cas cette diaspora européenne, afro-européenne, il y a des savoir-faire, il y a des compétences avérées. Simplement, c'est toujours des initiatives éparses et individuelles, alors qu'ensemble, on est plus fort. Donc, pareil, il faut pouvoir mobiliser, rassembler toutes ces compétences-là sur un mode simplement d'appel à compétences sur tel ou tel domaine. Ça permet en fait de drainer un savoir-faire qui permet que l'investissement, l'implantation, la co-entreprise, la génération de joint venture se fasse par le biais de diaspora. Parce que nous sommes diaspora pour certains d'entre nous. Voilà, messieurs et mesdames. Merci beaucoup, Monsieur Dogui. Monsieur Yacine. Je ne vois pas. OK. Je suis là. J'écoutais discrètement. Je voudrais juste dire 2 mots. Je vais en profiter pour répondre déjà à la question qui m'a été adressée sur comment aider un peu la diaspora et comment aider à la promotion de l'Afrique en Italie. Je pense que c'est en soutenant l'initiative que vous avez lancée, Cléophas. C'est justement à travers ce type d'initiative, comme tu as pu le souligner, le groupe est partenaire dès le premier jour et j'espère que même si physiquement moi je ne serai pas disponible pour novembre, j'espère que mes collègues en Italie auront la possibilité de vous soutenir. C'est justement de faire part de notre expérience, d'expliquer ce que l'on fait pour inciter d'autres sociétés italiennes à venir. Et je rejoins aussi ce que a dit tout à l'heure M. Degouy, c'est que
Si nous, on n'arrive pas à partager notre bonne expérience, on va dire, fructueuse et bénéfique que nous avons en Italie, avec d'autres sociétés italiennes, c'est vrai que ça ne va pas aider. Et pour être très honnête, des fois, même nous, on trouve certaines difficultés à attirer, on va dire, éveiller l'intérêt des fois de sociétés qui peuvent être pas forcément des partenaires, mais des sociétés qui travaillent avec nous sur des secteurs complémentaires comme les intrants agricoles ou autres. Et malheureusement, des fois, on est obligé de se reporter vers d'autres pays. Et bon, j'ai des attaches bien évidemment dans d'autres pays, en France ou en Turquie. Et il m'arrive souvent de faire appel aussi, des fois, des sociétés d'autres pays qui, elles, ont un appétit ou une connaissance envers l'Afrique qui est un petit peu plus grande que ce que l'on peut avoir de la part de sociétés italiennes. Donc, c'est dommage et on va toujours privilégier ça. Mais je pense que voilà, soutenir les initiatives qui sont faites comme celle-ci, ça fait partie clairement aujourd'hui de notre action pour aider, on va dire, au développement de la bonne image de l'Afrique. Et puis, on a aussi, on va dire, un autre volet, c'est aussi de travailler avec les institutions, qu'elles soient du côté italien, à travers la représentation diplomatique italienne en Afrique, alors certes, qui n'est pas aussi importante que celle que l'on a en France ou la représentation d'autres pays, mais ça nous permet d'aider. Et puis aussi le volet diplomatique des pays africains en Italie. Donc voilà, on essaie un petit peu de jouer sur ces deux volets pour pouvoir promouvoir cette relation qui peut exister. Et voilà, typiquement, ce webinaire, c'est un bon lieu. J'ai déjà contacté M. Zitouni pour commencer à discuter des potentiels comment dire, courants d'affaires, notamment sur le secteur agricole en Guinée équatoriale. C'était un canal que je ne connaissais pas forcément, mais c'est typiquement ce genre de plateforme. Et vraiment, je vous remercie pour ça, qui va dans le bon sens. Voilà. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci Yacine. Hyacinthe? Micro. Oui, je te remercie Cléo. Donc, je disais qu'une fois que les instruments sont connus aujourd'hui pour la partie italienne qui souhaite venir sur l'Afrique, je pense que c'est pareil. Lors du débat, tout le monde s'est retourné vers cette importance aussi de nous préparer, nous, en Afrique, parce qu'on souhaite vraiment faire des affaires sur le même pied d'égalité, donnant-donnant. Donc, du coup, nous avons aussi intérêt à notre niveau à connaître un peu plus les Italiens, connaître leur histoire, leur culture, leurs habitudes sur le plan des affaires et culturelles. Et je pense que c'est ainsi qu'on va pouvoir aller sur une base saine de collaboration et puis voilà, réussir complètement ce virage. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a vraiment eu de très mauvaises expériences avec voilà, d'autres partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine, c'est vrai, ça reste un bon partenaire, mais il y a eu une bonne désillusion et je pense que cette fois-ci, avec les Italiens, on peut reconstruire quelque chose de solide. Et ça passe aussi par des initiatives comme IABW. Et donc, je pense que derrière, il y aura aussi d'autres initiatives pour accompagner, au-delà même du forum, tout ce qu'il y a comme partenariat qui va se tisser entre les hommes d'affaires pour justement les accompagner sur le plan juridique, sur le plan administration des affaires. Et je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment réussir ce pari. Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis très heureux d'avoir pu apporter une petite contribution et je pense que pour la suite, vous ferez un très bon travail. Merci beaucoup, Hyacinthe. Je remercie beaucoup tous les speakers qui ont participé d'une manière assez généreuse et compétente à ce webinaire. On a appris beaucoup et c'est vraiment pour nous important d'écouter tout le monde pour justement élaborer avec notre pays, notre nouveau pays, cette stratégie qui puisse l'aider à retourner dans le continent. Et notre objectif, c'est un peu dans une parole qu'a utilisée plusieurs fois M. Armel Coty, l'éthique. L'éthique, elle est très importante pour nous parce que
elle permet de créer un partenariat qui respecte les personnes, qui respecte l'environnement, qui respecte les us et coutumes des différentes réalités qui se rencontrent, qui valorise les compétences et la différence. Et donc, c'est important que derrière tout ça, et derrière le label, donc j'attends le gros travail entre M. Degui et Mme Traoré, le gros travail sur le label Italia Africa qui va sûrement arriver, qu'on pourra présenter, j'espère, au prochain Italia Africa Business Week le 9, le 10 et le 11 novembre. Ça va être très bon d'en parler déjà. Et ça va nous permettre justement d'interpeller l'autorité italienne ou même les autorités africaines qui seront présentes, la diaspora, les entrepreneurs, à s'asseoir sur cette table qui va nous permettre d'élaborer la stratégie qui va justement nous permettre de construire la relation qui soit une relation win-win, mais une relation qui soit assez respectueuse de ce que je disais avant, des contextes et des territoires dans lesquels nous voulons travailler. Donc, on vous attend tous, et, le 9, le 10 et le 11 à Rome. Vous pouvez participer directement. On a le futur qui est présent, donc on déjà on prépare le futur des ourets, mais pas seulement. Et on vous attend tous à Rome le 9, le 10 et le 11. On va sûrement reconstruire certains des panels qui ont été proposés par Brand Italy in Africa durant le parcours, avant d'arriver justement à cet événement. Mais ce que nous aimerions faire, c'est vraiment arriver avec une proposition qui part du bas. Donc, de la confrontation, de l'engagement, la conversation avec tous les possibles partenaires italiens et africains. Je reviens aussi sur ce que disait M. Degui, et je suis très content aussi qu'on ait l'expérience de M. Yacine, qui représente ici l'Italie quand même, le produit, le Made in Italy. C'est un gros travail difficile et c'est un travail qu'on aimerait faire pas seulement avec l'Italie, mais avec tous ceux qui sont là aujourd'hui, parce que c'est vraiment une idée de créer un réseau. Donc, on va sûrement profiter de l'expérience et l'expertise de M. Degui par rapport à ça, un réseau d'entrepreneurs italo-africains qui peuvent justement se confronter, faire du lobby, construire un peu ce que disait aussi M. Armel, trouver des financements, des investissements, des garanties et qui puissent accompagner la relation. C'est parce que si on crée la relation ensemble, on espère que la plateforme Italia Africa Business Week puisse être le continuateur de toutes les idées d'une construction de relations qui puisse être utile pour nous, mais aussi pour vous et pour l'Italie et l'Afrique. Voilà. Je remercie aussi tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin, donc soit au niveau des autorités, l'ambassade de Madagascar, le consul de la Tunisie en Guinée équatoriale, tous les amis de la diaspora africaine qui étaient présents, les amis africains qui ont participé de leur pays d'origine et tout ça. Et vous devenez d'une certaine manière les ambassadeurs de l'Italia Africa Business Week. Donc, je suis sûr que vous allez parler de ce qu'on fait et on va, avec votre appui, sûrement arriver à parler avec le nombre de personnes le plus important et pas pour l'événement. Notre idée, c'est vraiment construire la relation. L'événement, c'est une étape de la relation et de l'idée qu'on veut faire avec Italie et l'Afrique. Je veux profiter aussi remercier mes collègues qui sont présents. Donc, je remercie Mme Terolde, M. Baparapé, M. Mani, M. Pierre-Vincenzo, qui sont toujours dans l'énorme travail de construction de cette plateforme qui va servir, j'espère, à faciliter la relation entre l'Italie et l'Afrique. Donc, merci beaucoup. Bon week-end. Moi, demain, je suis déjà en week-end, donc je profite pour dire bon week-end à tout le monde qui sont là. Bon appétit à ceux qui vont rester et tout ça. Et à la prochaine. Mais vraiment, faites tout pour faire de la communication sur l'événement, sur ce qu'on fait, parce que
à travers vous, on va sûrement arriver à toucher le maximum de personnes, à créer quelque chose qui soit important pour nous. Merci. Allez.